Bonjour, vous êtes sur l'émission Mauvaise Onde de Tiloche en français 90.3. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une émission spéciale, de nouveau sur la question des médias. Comment les régimes plus ou moins autoritaires tentent de contrôler ces médias. Et aujourd'hui, nous allons avoir une petite note d'optimisme avec la Hongrie parce que nous allons constater que quand on ferme un média quelque part, quand on ferme un média d'opposition quelque part, d'autres médias soit se développent, soit apparaissent. Voilà. Nous allons avoir la chronique spatiale et musicale de Fabien. Bonjour Fabien. Hello, salut. Nous avons le plaisir de recevoir de nouveau Mercedes Duqueri, journaliste hongroise au AVG. Bonjour Mercedes. Bonjour Guillaume. Et pour la seconde fois sur notre antenne, nous avons le plaisir de recevoir Daniel Pseni, ancien journaliste au Monde qui a énormément travaillé sur la question des médias. Bonjour Daniel. Bonjour Guillaume. On ne le présente plus, Joël Lepavou, correspondant français en Hongrie. Donc Joël, tu viens d'écrire ton premier papier pour le quotidien belge Le Soir, justement sur cette question. Tu es également vigie pour Courrier International et tu as fait de nombreux papiers pour le quotidien suisse Le Temps et la radio française Européen. Salut Joël. Salut Guillaume, merci pour l'invitation. Merci. Et à l'antenne, Guillaume Carré. Donc on va commencer par quelque chose d'assez intéressant. Donc ceux qui ont suivi l'actualité ont vu qu'il se passe des événements presque, disons, révolutionnaires en Biélorussie, et apparemment, Monsieur Viktor Orban a certaines sympathies pour le régime en place en Biélorussie. Qui voudrait commenter cette situation? Mercedes, peut-être, hein? Ah oui, c'est une situation vraiment intéressante parce que, comme d'habitude, Monsieur Orban va contre presque toute l'Union européenne, mais il y a une déclaration qu'on ne peut pas oublier. Donc, la politique extérieure du gouvernement, c'est basé sur les intérêts et pas sur les valeurs. Je sais que c'est stupide, mais c'est une déclaration de la part de M. Szijjártó et de M. Orban. Donc, si on regarde de ce point de vue, donc on peut être en amitié avec M. Erdogan, on peut être en amitié avec Loukachenko aussi, mais c'est quand même drôle. Donc, M. Orban a visité Minsk il y a 2 mois, je pense, en juin, donc juste avant ces élections. Et puis, tout le monde a montré une amitié totale, sans problème politique, sans problème avec le dernier dictateur de l'Europe. Donc, c'était vraiment étrange. Et c'est devenu même plus étrange, mais je pense que c'est pas la première fois que M. Orban a fait ça. Donc, par exemple, il a fait le même en Égypte. Je pense qu'il était quelques jours avant la révolution en 2011. Donc c'est vraiment étrange. En même temps, pour l'Égypte, les Français, ils ont rien à dire, hein, parce que le soutien du président Macron à l'actuel dictateur Al-Sisi en Égypte, c'est aussi pas mal. Et comment les médias hongrois, Mercedes, présentent les événements en Biélorussie? Est-ce qu'ils en parlent, hein? Oui, bien sûr. Mais je pense que comment dire, que la politique extérieure, le monde, dans les médias hongrois, c'est pas aussi important que ça. Mais on peut voir quand même que si l'agence de presse parle seulement des faits, donc la plupart des médias hongrois écrivent la même chose. Ce qui est pas bon, mais je suis fière que HVG, notre média, a écrit beaucoup d'analyses sur cela. Donc on peut, si on veut lire des analyses et si on veut faire une analyse plus objective des faits et des événements, donc on peut le faire. On peut lire de bons articles aussi. Mais je pense que c'est général. Donc si tu veux lire sur la réalité, tu dois lire, par exemple, Index. Mais Index est fini maintenant. Ouais. Donc, il y a de moins en moins de médias où tu peux lire les faits, mais tu peux faire encore. D'accord. Donc, Joël, on dirait que Orban et Loukachenko ont des hobbies en commun.
par rapport à l'histoire d'Orban et de Loukachenko. Il faut quand même rappeler que c'était la première visite d'un Premier ministre hongrois depuis la chute du communisme, premièrement, et deuxièmement que Orban a reçu un petit cadeau, puisque en général on reçoit des petits cadeaux lors des visites officielles, et en l'occurrence Loukachenko lui a remis un maillot de foot. Et le foot c'est quand même une passion, enfin un maillot de foot floqué à son nom, hein. Et il faut quand même rappeler que le foot, c'est quand même une passion commune de pas mal de populistes. Berlusconi en premier, qui est quand même propriétaire du Milan AC, enfin, était propriétaire du Milan AC. Orban avec son histoire de la Puskás Akadémia. Alors Loukachenko, je sais pas, mais Poutine aime le sport aussi. Alors plus le hockey sur glace que le foot pour le coup. Loukachenko aussi, mais peu importe, il y a tout un truc justement avec le sport comme outil politique de ces populistes, et en Hongrie c'est extrêmement développé avec non seulement l'histoire de la Puskás Akadémia, les constructions de stades, et puis pour vous donner une idée, il y a quand même, je sais pas moi, sur les 6 clubs budapestois ou 5 clubs budapestois, ils sont tous à des copains d'Orban, et même en province, Mezőkövesd, je pense, c'est la propriété du vice-ministre des Finances, monsieur András Tálai, qui était le patron de la NAV. Il avait fait construire un stade. Orban, c'est ça, là, dans son village natal, non? Il l'a pas fait construire. Ah bah oui, c'est même plus. Oui, enfin, c'est plus qu'un stade. C'est la Pancho Arena. En fait, ça s'est ajouté au complexe de la Puskás Akadémia, qui lui est plus vieux, parce que Orban a construit. Enfin, l'idée de la Puskás Akadémia, c'était pour les 80 ans de Puskás, qui est mort justement en 2006 à 79 ans, je crois qu'il était de 27. Et l'idée, c'est qu'il y avait déjà quelques terrains qui étaient montés de ce lieu-là, mais il n'y avait pas un vrai stade. Et donc du coup, derrière, le match inaugural de la Pancho Arena, c'était en 2014, avec la veuve Puskás qui était là, qui était encore de ce monde, Erzsébet, et malheureusement la fille de Puskás, parce qu'ils avaient un enfant unique qui était une fille, est décédée quelques années auparavant, assez prématurément, je sais plus, elle avait un cancer ou un truc comme ça. Mais tout ça pour dire que oui, il y a eu ce stade de la Pancho Arena, il y en a plein d'autres, il y a aussi les académies surtout. Les académies quand même, non seulement en Hongrie, mais aussi et surtout dans les anciennes provinces hongroises, séparées de la mère patrie, entre guillemets, par le traité de Trianon. Voilà, tu as une académie à Sfântu-Gheorghe, comme on dirait en roumain, donc à Sepsiszentgyörgy, tu en as une à Nagyvárad, donc Oradea, t'en as une à Topola, enfin Bačka Topola en Serbie, t'en as une à Lendava, donc en Slovénie. Il y a tout une espèce d'urbanisme footballistique qui dépasse les frontières de la Hongrie, quoi. Donc c'est assez intéressant. Et on peut peut-être tracer un petit parallèle entre la Biélorussie et la Hongrie. Donc bien sûr, la Hongrie, c'est pas la dictature biélorusse, mais c'est quand même intéressant de voir que Orban ressent une certaine sympathie pour son collègue de Biélorussie. Peut-être que à long terme, ça aurait été un petit peu son modèle de société. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que, malgré le fait que dans cette dictature biélorusse, il semble que la population soit quand même parvenue à s'informer, qu'est-ce que ça nous dit un petit peu de ce qui peut se passer dans d'autres pays? Je pense que l'Internet est vraiment important, mais on peut pas lier. Par exemple, je connais pas la situation en Biélorussie, mais je connais la situation en Hongrie. Donc, 80% de la population utilise l'Internet. Donc, il y a 20% de la population, 2 millions de gens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, ils peuvent regarder la télé, donc TV2, ou bien N1, qui est la chaîne du gouvernement. Ils peuvent écouter la radio officielle, qui est devenue une machine de propagande aussi. Donc, oui, nous vivons à Budapest, nous lisons l'Internet, mais c'est pas toute la société. Bien sûr. C'est pour cela, par exemple, la presse provençale est vraiment importante et c'est pour la plupart conquis par le gouvernement, par le Cauchemar. Oui, nous allons revenir là-dessus. Daniel, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Oui, non, c'était juste une remarque là, par rapport à pour continuer ce que disait Mercedes. Simplement, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans toutes les dictatures ou les démocratures, si on peut être un peu en bémol, le premier geste dès qu'il y a une crise, c'est de couper Internet ou de limiter la communication. Et c'est là qu'on voit qu'il y a eu une grande évolution par rapport à toutes les répressions
des mouvements populaires ou révolutionnaires. On l'a vu en Iran, on le voit en Chine, on le voit en Turquie. Dès qu'il y a des mouvements un peu de contestation, c'est Internet qu'on coupe et qui limite la communication. Mais malgré tout, ça passe. On le voit bien. C'est une des grandes différences des années 70-80 où il y a eu ces grands mouvements tectoniques des démocraties avec l'écroulement du mur de Berlin. Mais simplement, on voit bien que maintenant, tout se focalise là-dessus, sur Twitter, sur Facebook. On va le voir là dans les 3 prochains mois avec l'élection américaine. Il va passer par Twitter. Enfin, qui passe par Twitter? Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré la répression, les réseaux sociaux se sont imposés comme le vrai moyen de communication et de propagande aussi. Alors, à partir Oui, les réseaux sociaux se sont imposés avec les aspects positifs, mais également certains aspects beaucoup moins positifs. On va en parler par exemple de la question des fake news. Mais en tout cas, ce qui se passe en Biélorussie a peut-être cet aspect positif de montrer que aujourd'hui, en 2020, il est de plus en plus difficile d'empêcher une population de s'informer, de s'ouvrir sur le monde et de savoir ce qui se passe, quoi. Ce qui peut nous donner l'impression peut-être qu'à long terme, cette politique orbaniste de vouloir museler les médias, de vouloir empêcher son peuple de s'informer, serait vouée à l'échec si on est un petit peu, si on est un peu optimiste. Joël ? En fait, je pense pas que c'est empêcher le peuple de s'informer. Moi, j'utiliserais une autre expression, c'est plutôt contrôler l'information ou la manière dont elle est véhiculée. C'est-à-dire que, justement, si Orban a pris le contrôle de l'audiovisuel public, si Orban a pris le contrôle de TV4, qui est la télévision commerciale la plus puissante après RTL Klub, c'est pas justement pour empêcher vraiment la population de s'informer, c'est au contraire pour avoir les canaux les plus importants du pays. Pourquoi, au-delà des télévisions nationales, le pouvoir prend en main ou reprend en main 2 quotidiens nationaux? Pourquoi le pouvoir se dit qu'au-delà des quotidiens nationaux, on prend aussi le contrôle de la presse régionale? C'est parce que c'est la manière dont est véhiculée l'information que le pouvoir veut contrôler et non pas empêcher les gens d'accéder à l'information. Après, cela dit, c'est vrai qu'en revanche, là où Orban empêche, ou le gouvernement empêche d'une certaine manière, c'est surtout l'exercice du travail des journalistes, dans la mesure où, lorsque les journalistes font une requête qu'on appelle, je crois, d'intérêt public, une demande d'intérêt public, les délais sont volontairement étirés, étalés, ce qui fait que ça retarde de je ne sais pas combien de temps la publication d'enquêtes importantes. Mais c'est vrai que par rapport à ces médias dont on parlera tout à l'heure, qui se sont construits, on va dire, sur le lit de l'urbanisme ou contre l'urbanisme ou à cause de l'urbanisme, il y a des médias d'investigation, je pense à Direct 36 ou à Atlazo, qui justement essayent de révéler les failles, j'allais dire, du système Orban. Et en premier lieu, je prends la toute dernière qui nous a sauté aux yeux ces jours-ci, les fameuses vacances en yacht du ministre des Affaires étrangères sur l'Adriatique, alors qu'il disait travailler à suivre la situation de la Biélorussie depuis le ministère. Donc, comme quoi, finalement, même en contrôlant un maximum la façon dont l'information se véhicule en Hongrie, on ne peut pas empêcher les petites bombinettes de sortir. C'est la leçon. On pourrait appeler ça du télétravail quelque part. Daniel ? Oui, en plus, dans les bombinettes dont parle Joël, forcément, dans le pouvoir, quand il commence à vouloir contrôler l'information, il y a une forme de petit contre-pouvoir où il y a toujours des taupes, enfin, ce qu'on peut appeler des taupes, qui risque de faire vaciller justement plus gravement le pouvoir en place, parce que il y a des intérêts qui commencent à diverger, et donc à partir de là, de lancer une petite information qui devait être cachée, permet justement, il y a toujours ces failles qui existent, et les médias quels qu'ils soient, que ça soit sur l'internet ou écrit ou radio, peuvent en profiter, parce qu'il suffit simplement d'être en contact et d'avoir des intérêts qui se croisent après, mais c'est intéressant. Ah ouais. Joël, hein? Et clairement, l'affaire Borkai, pour moi, c'est l'un des meilleurs exemples de cette faille dans le contrôle de l'information. Parce que, alors certes, on va dire l'information en elle-même est restée secrète pendant pratiquement 1 an, si mes souvenirs sont bons. Et elle sort
pile poil au moment, justement, en pleine campagne des municipales, là où c'est le plus problématique pour le pouvoir, et clairement, ça a failli coûter la mairie de Győr au Fidesz, et croyez-moi que Győr, c'est quand même un fief du Fidesz, et que ça aurait pu être extrêmement important économiquement, parce que Győr, c'est Audi, c'est l'une des villes les plus prospères de Hongrie, et à mon avis, clairement, je pense que sans l'affaire Bourkai, l'opposition... tu pourrais nous dire en 2 mots, c'est quoi cette affaire, oui, pour les... donc Zsolt Bourkai, c'était le maire Fidesz de Győr. Donc, je crois, 4e ou 5e ville de Hongrie, quelque chose comme ça, enfin, l'une des plus grandes villes de Hongrie, au nord-ouest du pays. Et il se trouve que des vidéos révélées par un certain monsieur l'avocat du diable, puisque c'était son nom, via un blog, ont circulé montrant Zsolt Bourkai en charmante compagnie, justement sur un yacht et justement dans l'Adriatique, avec des très jeunes femmes d'une vingtaine d'années et dans une position, disons, pas très catholique, ce qui va un peu à l'encontre des valeurs chrétiennes démocrates du Fidesz. Bref, j'en reste là pour la description de l'affaire en elle-même. Et donc, derrière, Zsolt Bourkai s'est néanmoins présenté à la mairie de Győr pour conserver son mandat, qu'il a remporté et qu'il a conservé d'une courte tête. Mais derrière, il y a eu des instructions venues d'en haut lui disant « Écoute, c'est devenu trop problématique, tu devrais lâcher l'affaire », et c'est comme ça que le Fidesz a missionné un autre candidat qui s'appelait Deji András Csaba et qui a repris en main la mairie de Győr. Il a ajouté quelque chose, Mercedes ? Oui, je voudrais ajouter une chose. C'est que la Hongrie est également le pays sans conséquences, ou presque sans conséquences. Donc, si on parle du scandale Bourkai ou de l'affaire Bourkai, donc c'est une histoire de 8 ans parce que Győr, la ville de Bourkai, est également la ville de l'usine Audi. Donc, il y a 8 ans, quand on a vendu les terres pour Audi, il y avait un scandale de corruption avec l'avocat qui a mené Bourkai au yacht. Et Deji András, à l'époque, à HVG, a écrit l'histoire et rien ne s'est passé. Donc, on a eu besoin du sexe sur le yacht pour avoir un vrai scandale. Daniel ? Pour rassurer Mercedes, il faut dire qu'en France, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, il y a des similitudes. On a un élu, depuis longtemps, député, Patrick Balkany. Ah oui, c'est champion. Qui a été 25 ans réélu dans des scandales pires. Il a même fait de la prison. Il est sorti de prison, soi-disant, il était malade et on le voit danser dans les rues. Mais il n'a jamais été puni jusqu'à un certain point où c'était plus possible. Donc, et il n'y a pas eu besoin de vidéo, mais simplement, c'est ce qu'on disait avec Joël, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens, à un moment des élections, au moment des moments importants, sont capables de sortir des affaires, que ce soit en Hongrie, en France, ou aux États-Unis, comme on va le voir dans les prochaines semaines. Très bien. On voulait dire également que on constate qu'en Europe, pour les populistes, cette question du contrôle des médias est une question centrale. Donc, dans certains cas, comme on va le voir avec Berlusconi, ce sont des hommes d'affaires qui contrôlent déjà certains médias et qui vont utiliser ces médias pour se hisser au pouvoir. Et dans d'autres situations, comme c'est peut-être plus le cas hongrois avec Orban, une des premières actions qu'ils vont faire, ça va être de mettre la main sur les médias pour se maintenir au pouvoir. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples comme ça, Daniel, en Europe, de forces politiques populistes qui vont instrumentaliser les médias de telle façon ? Oui, enfin, la première fois que ça s'est passé, finalement, c'est en Italie avec Berlusconi, et qui venait d'assez loin quand même, parce qu'il avait quand même construit son empire depuis les années 75 à peu près, où il y a une libéralisation. Excusez-moi. Et donc, il en a profité pour faire son empire, qui a commencé par une petite chaîne dans une cave et qui est devenu ce qu'on sait, c'est-à-dire des chaînes partout dans l'Italie et dans le monde. Et simplement, il a construit son pouvoir politique là-dessus, c'est-à-dire, c'est jamais très idéologique, très voyant, mais dans le genre d'émission, le lavage de cerveau, comme on l'a pris en France après avec la privatisation des chaînes, c'est-à-dire que c'est très clair. C'est idéologiquement pur, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une prise de pouvoir, la prise de pouvoir par des esprits,
Ce que disait le président de TF1 en France, c'est comme il disait ça, c'était de laver le cerveau. Le temps de cerveau disponible. Ce temps de cerveau, merci Joël, et ce temps de cerveau, il a été utilisé dans toute l'Europe. Mais alors, ça, on l'a vu, en Italie, ça a été exacerbé parce qu'il a pris quand même 2 fois le pouvoir, Berlusconi, après avoir été une fois battu. Mais ça remonte aussi dans les années 2000, avec un homme là qui fait l'actualité aujourd'hui, qui vient d'être arrêté aux États-Unis parce qu'il a fait de la corruption c'était le conseiller spécial de Donald Trump, Steve Bannon, qui est président aussi d'un site d'extrême droite, qui a été très influent dans la campagne électorale et qui s'est étendu à l'Europe. C'est-à-dire qu'il est venu à Bruxelles. Il a fondé un mouvement après s'être fait virer par Donald Trump parce qu'il était un petit peu trop encombrant. Il a fédéré toute cette Europe centrale et du Sud aussi, notamment en France, Marion Maréchal Le Pen, Orban en Hongrie. Il a vu tous les premiers ministres pour leur dire, voilà, par les médias, on va fédérer tout ça. Et il y arrive, c'est-à-dire que ça remonte à quelques années, mais simplement, Orban, il a quasiment fermé tous les médias en Hongrie, mais il y a eu beaucoup d'hommes qui se sont emparés des médias ou qui commencent à s'emparer des médias, et notamment à travers les fake news, à travers de la fausse information, qui permet de tout brouiller, de plus avoir de repères dans la bataille politique, et de cette bataille naît de cet entre-deux naît des choses absolument horribles, qui sont des gens qui prennent le pouvoir, comme on l'a vu, c'était en Ukraine, enfin c'était de la télé-réalité. Des gens de la télé-réalité, et Trump fait de la télé-réalité, et tout le monde se mêle là-dedans sans avoir une vraie information, de bataille idéologique comme on disait, de droite et gauche d'une certaine manière, mais ça a pris quelques années, et on y est là maintenant, c'est-à-dire que on le voit en Hongrie, mais on le voit aussi avec Kretinsky en Slovaquie, qui commence à prendre des parts à droite et à gauche dans différents journaux, et c'est un vrai mouvement qui s'est développé au fur et à mesure, et ça, d'ailleurs, le mouvement qu'il a créé, Bannon, à travers ça, c'est le mouvement, et ce mouvement s'étend. D'accord. On va peut-être revenir un petit peu en Hongrie, où justement cette question de la maîtrise des médias est assez centrale. Joël, je lisais dans ton article que en fait, quand le Fidesz avait perdu les élections la première fois, une des premières critiques qu'ils ont fait, enfin une des premières attaques qu'ils ont faites, c'était contre les médias accusés d'avoir fait le Fidesz perdre les élections. C'était un peu ça, et c'est là qu'Orban a compris que pour récupérer le pouvoir, ou plutôt que les médias, c'était le pouvoir. Là où c'est encore plus intéressant, c'est que il y avait déjà plusieurs médias qui étaient entre guillemets sous le contrôle d'Orban ou de la galaxie Orban au moment de son premier mandat. Et je pense notamment d'une part au quotidien conservateur Magyar Nemzet, contrôlé par Lajos Simicska, donc on va dire l'ancien oligarque favori de Viktor Orban, mais aussi un hebdomadaire qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été relancé sur Internet sous une autre forme, c'est Heti Válasz, qui avait été fondé en 2001 et qui a disparu en 2017 avant de ressusciter entre guillemets sur le net sous le nom de Válasz Online avec plusieurs de ses anciens journalistes. Et donc, à partir de 2002, qui est vraiment le choc, on va dire le choc constitutif de l'orbanisme moderne de mon point de vue, Orban s'est dit que dès qu'il reviendrait au pouvoir, il prendrait un par un les principaux médias, et méthodiquement, on ne prend pas le petit média par-ci ou le petit média par-là, mais on prend les plus puissants. Et un média qui a particulièrement aidé Orban quand il était dans l'opposition, c'était la chaîne d'information Hír TV, qui s'est justement lancée pendant que Orban était dans l'opposition. Et c'est cette chaîne justement qui, au moment des émeutes de l'automne 2006, était vraiment en pointe dans le suivi de l'actualité. Voilà, c'était assez inédit, on va dire, une chaîne vraiment d'information en continu en Hongrie, en dehors des chaînes étrangères qu'on pouvait avoir par satellite. Et justement, à partir de 2006, ça a été encore une autre étape
via laquelle Orban a pu revenir dans le jeu et grâce à l'aide de Šimička, on va dire, continuer sur sa lancée médiatique et caporaliser la radio-télévision publique en faisant licencier 1000 personnes à l'époque et en transformant vraiment MTVA, donc l'entité qui recouvre la radio-télévision publique, en une espèce de, on va dire, de chevalier servant des velléités du gouvernement. Ensuite, il y a eu le cas de Origo, que l'on connaît tous. Voilà, Origo, grand site d'information indépendant à l'époque, qui est devenu aujourd'hui, on va dire, la courroie de transmission de l'urbanisme sur Internet. Et puis la fermeture brutale de Népszabadság en 2016, qui là, pour le coup, n'était pas une construction ou une transformation, mais plutôt une manière de faire taire clairement un média encombrant et embêtant pour le pouvoir. Donc voilà, il y a eu, je pense, une radicalisation, on va dire, dans l'exercice du contrôle de l'information et du contrôle des médias d'Orban, qui aujourd'hui se matérialise par, on va dire, une espèce de triptyque, j'allais dire Soros, migrants, opposition, même plus que triptyque, on va dire un cheval à 4 têtes avec Bruxelles derrière, pour justement lancer au quotidien les éléments de langage du pouvoir. Et puis une toute dernière chose, et je laisse les autres continuer, il faut quand même souligner, pour ceux qui ne le sauraient pas encore et qui nous écoutent, que tous les vendredis matins, Viktor Orban se rend dans les studios de la radio publique Kossuth et répond à ce que moi j'appelle un simulacre d'interview, justement sur des questions d'actualité, où en gros c'est une manière pour Orban de dérouler son discours sans être contrarié. Et pour vous donner une idée, imaginez un peu que, par exemple, Emmanuel Macron s'inviterait tous les vendredis matins sur France Inter pour donner, disons, les clés de l'action du gouvernement, en étant et que Léa Salamé, qui est normalement une intervieweuse plutôt pugnace, lui serve volontairement la soupe. Voilà. Et Mayer Naranj, où se situe Mayer Naranj? Ah bah c'est centre-gauche, Mayer Naranj. Ouais. Oui, c'était toujours en opposition. Ouais. Toujours indépendant. Ouais. Mais même il suffit de reprendre le nom du média pour savoir d'où ça vient. Comme c'est... Mais c'est le parti qui a changé, pas le journal. Il y a eu une histoire aussi intéressante, parce que quand Fidesz a fondé l'Empire dont je vais parler, donc ils ont acheté Magyar Nemzet, ils ont fondé etc. Et ils ont voulu reprendre le nom de Magyar Narancs, qui veut dire orange hongrois. Et puis il y avait même un procès contre Fidesz et le journal. Et puis pendant des mois ou un an, je me souviens plus, le titre était Monch seulement. Ah oui, c'est vrai ça, c'est vrai, et c'est vrai, et l'ancien site s'appelait Monch.hu. C'est vrai. Oui, c'est tout ça. C'est drôle. Mais bon, après le Fidesz a perdu et Savanyú a Narancs, quoi. L'orange est ta mère. Voilà. D'accord. Et Mercedes, face à ces médias qui sont fermés, muselés, etc., comment réagissent les journalistes hongrois? Les journalistes, par exemple, qui appartiennent à un média qui va disparaître, c'est quoi leur situation? Ils vont aller ailleurs, continuer le combat, entre guillemets, ailleurs? Ça se passe comment? Oui, ils vont ailleurs, ou plutôt, ils choisissent un autre métier, parce qu'il n'y a nulle part à aller. Donc, par exemple, chez l'Index, il y avait 90 journalistes, je pense, qui ont quitté. Donc, combien d'eux va trouver un autre poste comme journaliste? Je ne sais pas, 10 au maximum. Donc, la stratégie, je vois pas une stratégie complète, mais je vois de très bons exemples. Par exemple, je dois parler de Magyar Nemzet, qui est une histoire vraiment intéressante, parce que c'était le quotidien conservateur, je ne sais pas, il y a 100 ans. Et puis, quand M. Šimička a acheté, cela est devenu conservateur comme pro-gouvernement. Et puis, quand M. Šimička a eu sa rupture vraiment fameuse avec M. Orban, Magyar Nemzet
est devenu un quotidien d'opposition. Et puis maintenant, c'est de nouveau, parce que M. Šimička a quitté le marché, et Magyar Nemzet est de nouveau un journal pro-gouvernement, mais les journalistes de Magyar Nemzet d'opposition, parmi eux, je dois dire qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont travaillé pour Magyar Nemzet pro-gouvernement, mais donc ces journalistes ont fondé Magyar Hang, la voix hongroise, qui est une magazine vraiment intéressante et dont le financement est très, très, très difficile pour eux, mais ils le font par son propre force. Donc, Magyar Hang serait un journal, disons, d'opposition, mais conservateur, en fait. Ah oui, on peut dire, oui. Mais comme Daniel a dit, il n'y a pas d'idéologie maintenant. Donc, le gouvernement n'est pas conservateur, le gouvernement est... Vous voyez ça. Donc, orbaniste. Oui, urbaniste ou bannoniste ou trumpiste ou je ne sais pas. Donc oui. Donc je pense que le point de rupture c'est tu es de l'opposition ou bien tu es pour le gouvernement. Maintenant. Mais c'est comme au Kadar, c'est tu es avec nous ou tu es contre nous, tout simplement. Daniel? Oui, pour rebondir aussi sur ce que dit Mercedes, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais cru au journalisme sans parti pris, enfin, dans le sens. Oui. Le journalisme neutre ne peut pas exister. Jamais neutre en écrivant, c'est-à-dire quel que soit le sujet, on s'engage parce qu'on emploie un certain vocabulaire, certains mots, et qui permettent d'orienter sans pour autant prendre parti. Mais on sait très bien qu'en lisant un papier, on voit tout de suite la tendance, entre guillemets, d'un journaliste qui est capable, de s'appesantir sur des choses, sur d'autres. Donc là, c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, c'est totalement bon maintenant. C'est-à-dire que il y a un petit côté robot, c'est-à-dire on passe de l'opposition à la majorité, de la majorité à l'opposition, et on fait des papiers qui sont pas neutres là, mais enfin qui sont dans l'air du temps et qui permettent de rien dire quoi finalement. Et je pense que la vraie rupture, c'est le journalisme engagé. C'est-à-dire que il y a le seul moyen finalement, c'est des sites des pure players. On le voit en France avec Mediapart, on le voyait avec Index en Hongrie. Il y a plein de pays où il y a des sites qui existent, mais la difficulté, c'est d'en vivre. Et là, financièrement, c'est toujours là que ça pêche, que ce soit sur la presse écrite, la radio ou la télé, et notamment aussi sur les pure players, parce que ça coûte de l'argent. Et voilà, il faut des gens qui financent. Et le problème, c'est que les pouvoirs, enfin les différents pouvoirs dans les différents pays, ont l'argent, et on le voit en Hongrie, on ferme comme ça, on achète, et il n'y a pas de... Dans les pays d'état de droit, c'est un peu plus délicat, un peu plus compliqué, mais on rentre dans les capitaux des journaux, et puis petit à petit, on grignote, mais ça prend du temps. Ça prend un peu plus de temps, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu désespérant ce dont on parle cet après-midi, mais Joël, on va venir un peu au cœur de notre émission. Quand même, il y a de l'espoir. Donc quand même, on voit que des petits médias, peut-être modestes, d'opposition, soit se renforcent, soit sont en train d'éclore, et y compris à la campagne. Tu peux nous en dire un peu plus, hein? Moi, le premier que je citerais, ce serait Magyar Hang dont parlait Mercedes à l'instant, puisque mine de rien, ils arrivent quand même à faire vivre une trentaine de salariés, tout inclus avec les journalistes, et entre les ventes en kiosque et les abonnements, ils sont quand même à 11-12 000 exemplaires par semaine, ce qui fait de Magyar Hang le deuxième journal, généraliste à tendance politique le plus vendu de Hongrie. Et après Magyar Hang, il y a eu un autre hebdomadaire qui s'est créé il n'y a pas longtemps, qui est la volonté des trois anciens rédacteurs en chef de Szászadványolszóra, donc un hebdomadaire de centre-gauche. Et le nouvel hebdomadaire s'appelle Jelen, donc ça veut dire présent en hongrois, mais ça veut aussi dire le fait d'être là, quelque part, d'être là où ça se passe en quelque sorte. Et Jelen est justement pensé non seulement pour l'intelligentsia budapestoise, mais aussi et surtout pour la province, puisqu'ils ont un programme qui est extrêmement intéressant, d'abonnement, de parrainage, si je puis dire. Et en fait, l'idée, c'est que, par exemple, tu abonnes
tu es quelqu'un de la campagne, voilà, et tu peux décider d'abonner l'association de ton village, l'association de ton quartier, telle ou telle organisation civile qui aura le loisir de diffuser autant d'exemplaires de Yellen que tu le souhaites en souscrivant l'abonnement. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Puis ils ont des unes un peu graphiques, j'allais dire, à la Havegay, donc c'est intéressant de les voir un petit peu reprendre ce modèle-là avec des unes un peu qui tapent. Il y a aussi un autre média assez intéressant, c'est on va dire à l'américaine, mais c'est HBC, donc Hungarian Broadcaster Channel, ou Hungarian Broadcaster News Channel, et en fait il s'agit d'une web radio diffusée 24 heures, qui émet 24 heures sur 24, donc sur internet, et dont la grille est bilingue, donc non seulement en hongrois, mais aussi avec des émissions intégralement en anglais. Et là en fait les animateurs contributeurs de HBC montent eux-mêmes leurs émissions avec l'aide de professionnels. Les animateurs ne sont pas tous journalistes de profession, donc c'est là où c'est encore plus intéressant. Et puis comme tu le disais, Guillaume, il y a des médias en province qui se sont montés ou qui continuent de se monter. Je pense au plus connu Sabot Pécs, qui est donc à Pécs comme son nom l'indique. Je pense à Debreciner qui fait aussi de l'investigation locale à Debrecen, au Szegeder à Szeged, à Ketchup à Kecskemét, à Kaposté dans la région de Kaposvár, à Nyugat Pondhu, donc Nyugat ça veut dire l'ouest, l'Occident, l'ouest dans la région de Szombathely. Donc voilà, il y a toute une petite galaxie de médias. Il y a Borsod 24, Borsod 24 dans la région de Borsod-Zemplén, qui a tous des petits médias locaux, Vespresso à Veszprém, encore j'en oublie, tous des petits médias d'investigation, voilà, qui contre, on va dire, le discours du gouvernement propagé dans les titres de presse quotidienne régionale, dans les quotidiens de presse quotidienne régionale. Donc c'est vrai que y a quand même un petit quelque chose. Voilà, c'est souvent des médias autofinancés qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui ont souvent maximum 2 ou 3 auteurs. Des fois, c'est un type tout seul derrière son ordinateur, mais certains de ces médias, je pense à Sabot Pécs où ils sont 2, 3 maximum, ou Debreciner où ils sont 3, 4, ont une certaine renommée, une certaine audience dans leur région respective. Donc comme quoi, même si on essaye de contrôler l'information jusque dans le plus petit village de Hongrie, on n'arrive pas forcément à empêcher ce genre de médias d'investigation locaux de se créer et d'exister face au pouvoir. Ce qui est une petite note d'optimisme. Pour finir, Daniel, on disait que dans notre monde actuel, il est de plus en plus difficile de contrôler l'information, d'empêcher les gens de s'informer. Et Joël, d'ailleurs, tu le disais que souvent, ils essayent même pas d'empêcher les gens de s'informer, ils essayent plutôt de trier peut-être cette information. En quoi aujourd'hui les réseaux sociaux sont une bonne chose ou une mauvaise chose d'une façon un peu globale, Daniel? Tout le monde d'abord, c'est quelque chose de fondamental, gratuitement et donc facilement. La difficulté, c'est ce qu'on met dedans. C'est toujours il y a les tuyaux, mais il y a les contenus. Et dans le contenu, il y a de tout. Et le problème, c'est que le contrôle qui se fait en amont, il est souvent presque de la censure. Enfin, on voit très bien avec Facebook les réticences qu'ils ont à mettre des photos, des choses comme ça, ce qui est ridicule par rapport à tout ce qui passe à côté. Et ce qui s'est développé dans tout le monde là maintenant, c'est c'est fake news, c'est-à-dire qu'on peut raconter n'importe quoi sur tout et n'importe quoi. Et donc à un moment donné, on arrive à ce qu'on disait, c'était une confusion totale, c'est-à-dire entre combattre une fake news, c'est déjà lui donner de l'importance. Et le problème, c'est que ce qu'on disait, c'est une information et un démenti, c'est 2 informations. Donc c'était déjà difficile quand on était dans la presse écrite de faire ça, mais là maintenant, ça arrive de tous les côtés. Et donc, est-ce qu'il faut contrôler ? Alors, bien évidemment, le contrôle, c'est par soi-même, c'est-à-dire qu'il y a tellement de sources d'informations qu'on doit pouvoir arriver à la bonne source. Bon, ce qu'ont fait les journaux, d'ailleurs, dans tous les journaux, enfin, au moins en France, mais aussi aux États-Unis. Je ne sais pas trop en Hongrie s'il y a des codeurs, ce qu'on appelle, qui contrôlent les fake news un peu ça paraît plus difficile, mais je sais que, en France, aux États-Unis, c'est très répandu et qui reprennent et qui expliquent. Et donc, tout le travail journalistique, au-delà des reportages, d'aller faire de l'investigation, c'est l'explication. Et effectivement, on est à ce stade-là maintenant, parce que face à des énormes pouvoirs qui ont beaucoup de moyens, et notamment de moyens financiers,
c'est chacun dans son coin, ce qu'expliquait très bien Joël, c'est-à-dire dans les provinces, chacun fait son petit journal, ce qui était avant les blogs, mais qui permet de faire sortir l'information et qui remonte. Et il suffit que les grands médias puissent s'en saisir, et il y a tel flot d'informations qu'il faut choisir. Et le journalisme aussi, c'est un choix, je pense. Tout à fait. Mercedes? Je voudrais ajouter juste un petit mot. Daniel a parlé de l'engagement des journalistes. Joël a parlé de ces petites publications. Je pense qu'il faut faire la différence entre l'engagement et la propagande. Donc, ces petites publications peuvent avoir un succès parce que les médias du gouvernement ne sont plus les vrais journaux d'information, mais la propagande. Donc, ce sont ces petites publications qui donnent de l'information. Et il ne s'agit pas d'écrire sur l'opposition ou bien contre le gouvernement, mais seulement les informations et pas la propagande. Tout à fait. Pour résumer la chose, je pense qu'on peut tout à fait être un journaliste engagé, être ouvertement engagé tout en étant intellectuellement honnête. Et malheureusement, ça n'a pas l'air d'être le cas des médias pro-Fidesz. Vous voudriez ajouter une dernière chose avant que nous disions au revoir à nos auditeurs? Simplement, c'était de dire aussi, la propagande, les gens ne sont pas dupes non plus. C'est-à-dire qu'ils voient tout de suite ce que c'est la propagande et ils laissent de côté. Et donc, c'est aux petits journaux, mais aux journalistes, de prendre cette place, de redonner ces lettres de noblesse à l'information et aux journalistes. Parce que la propagande, les gens s'en lassent vite. Oui, tout à fait. Joël? Et puis, une autre chose à ajouter, que quelques anciens d'Index vont lancer un nouveau portail. C'est déjà de plus en plus évident et ça se montre sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Alors là, je ne sais pas combien ils seront, quel sera le nom exactement, mais l'hypothèse devient de plus en plus réelle et il y a même un ancien rédacteur en chef, je crois, qui a même fondé une sorte de KFT, un truc comme ça, une petite SARL pour monter ce nouveau média. Donc comme quoi finalement, comme on le disait au début, c'est un peu les poupées russes, ou c'est un peu Pierre pour déshabiller Paul, c'est-à-dire qu'on ferme un média et puis un autre va reprendre le relais, et puis un autre va reprendre le relais, et puis ça profite aussi à certains médias, parce que 24.hu, qui était, on va dire, le grand concurrent d'Index, va maintenant devenir en quelque sorte le porte-étendard de la presse indépendante Internet. Voilà. Donc finalement, c'est toute une succession comme ça de séquences, de fermeture, de transformation. Et finalement, qu'il le veuille ou non, Orban n'arrivera pas à faire taire toutes les voix critiques. Ça, c'est pas possible. Daniel? Oui, en fait, c'est un petit peu l'histoire de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Il a fallu des années, des petites choses qui se sont passées, au fur et à mesure, pour arriver à l'écroulement des régimes. Et ça prend du temps. Et là, on est dans cette mécanique-là, qui est un peu compliquée, mais je pense qu'elle débouchera sur des choses tout à fait intéressantes. Oui, je pense aussi. En tout cas, on souhaite bonne chance à nos confrères hongrois qui sont face à ces fermetures des médias. On souhaite bonne chance également aux ex-journalistes d'Index et pour leur projet. Vous écoutiez l'émission Mauvaise Onde de Tiloche en français, émission qui est en différé. Elle a été enregistrée jeudi 20 août. Nous avons eu le plaisir de recevoir sur notre antenne Mercedes Duqueri, qui est journaliste hongroise à l'hebdomadaire AVG. Merci Mercedes d'avoir participé à notre émission. Nous avons eu le plaisir de recevoir Daniel Pseni, ancien journaliste du Monde, spécialiste justement de ces questions de médias. Donc j'espère qu'on va se revoir très très bientôt pour une nouvelle émission. Et merci Joël Lepavou d'avoir été de nouveau parmi nous pour cette émission. Joël Lepavou qui est journaliste pour Le Soir, Courrier International, Le Temps et la radio Europe 1. Au micro, c'était Guillaume Carré. On se retrouve dans 2 semaines, peut-être, qui sait, pour de nouveau une émission sur les médias. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Avec plaisir. Ciao. Ciao. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Salut. Ciao.